Chapitre 3. L'épée magique affronte les épées du royaume enchanté. Quand Alvéric atteignit la forêt enchantée, la lumière qui baignait le pays n'avait ni augmenté ni baissé, et il s'aperçut qu'elle ne provenait d'aucune source connue en nos contrées, à moins que ces fugitifs et merveilleux instants de lumière surnaturelle qui parfois illuminent nos paysages et qui disparaissent à peine nés ne soient échappés des frontières du royaume enchanté, à la suite de quelques désordres momentanés de la magie. Mais nul astre solaire ou lunaire ne diffusait cette étrange clarté. À la lisière de la forêt s'alignaient, telles des sentinelles, une rangée de sapins, dont le tronc était envahi de lierre jusqu'à leurs premières branches de feuillage sombre. Au-dessus brillaient les flèches d'argent du palais, comme si elles étaient la source même de l'éclat azuré qui inondait tout le royaume. Alvéric avait désormais pénétré fort avant dans le royaume, et il approchait maintenant du palais suzerain. Aussi, sachant combien ce royaume savait garder ses mystères, tira-t-il l'épée de son père de son fourreau avant d'entrer dans la forêt. L'autre resta dans son dos, suspendu à son épaule gauche, dans son fourreau neuf. Soudain, comme il passait près de l'un de ces sapins de garde, le lierre dont il était entouré se défit et vint s'abattre sur Albéric, dont il en serra la gorge. La longue et fine épée paternelle se trouva là à point nommé, car l'attaque du lierre avait été si prompte qu'il aurait à peine eu le temps de la tirer du fourreau si cela n'avait déjà été fait. Il trancha l'une après l'autre les vrilles qui s'entouraient autour de ses membres, comme le lierre sait s'accrocher au vieux donjon, mais il en surgissait chaque fois d'autres, jusqu'à ce qu'il parvint à rompre la tige centrale qui se trouvait entre l'arbre et lui. Au même instant, un sifflement menaçant se fit entendre derrière lui. Un second lierre venait de s'abattre d'un arbre voisin et se ruait vers lui toute feuille déployée. La chose verte agrippa son épaule gauche avec une sorte de sauvagerie et de fureur, comme si elle voulait le retenir pour toujours. Mais Albéric trancha les vrilles d'un coup d'épée et continua de combattre, tandis que le premier lierre, encore vivace, quoique trop court désormais pour pouvoir l'atteindre, cinglait furieusement le sol de ses branches. Bientôt, quand fut passée la surprise de l'attaque, Albéric fit quelques pas en arrière de façon à se mettre hors de portée du lierre, tout en continuant à ferrailler de la lame de sa longue épée. Le lierre recula en rampant pour l'obliger à s'approcher et lui sauta dessus. Mais quelque terrible que pût être l'étreinte du lierre, la lame était fine et acérée, et bientôt Albéric, malgré ses meurtrissures, eut si bien ébranché son adversaire que celui-ci se réfugia le long de son arbre. Alors Albéric recula, et instruit par sa récente expérience, il examina la forêt pour y trouver un passage. Il comprit, tout de suite, que seuls de toute la rangée de sapins, les deux arbres qui lui faisaient face avaient eu leur lierre si raccourci par le combat que s'il passait à égale distance de l'un et de l'autre, il serait hors d'atteinte du terrible végétal. Il avança donc, mais remarqua aussitôt que l'un des sapins se rapprochait de l'autre. Il comprit que le moment était venu de tirer l'épée magique. Il remit à son côté l'épée de son père, se saisit de l'autre qui pendait à son épaule et écarta d'un large moulinet le lierre qui lui sautait dessus. Aussitôt, le lierre retomba à terre, non pas mort, mais tel un vulgaire tas de feuillage ordinaire. Albéric donna alors un coup d'épée au tronc même de l'arbre. Un éclat de bois sauta, une entaille apparut, guère plus large que celle qu'eût pu faire une épée ordinaire, mais l'arbre entier chancela, perdant au même instant son allure inquiétante pour redevenir un sapin désenchanté, comme n'importe quel autre. Le jeune homme pénétra alors dans la forêt, l'épée haute. Il avait à peine fait quelques pas qu'il perçut derrière lui un léger bruit, comme celui de la brise, agitant les cimes des arbres, bien que nul vent ne soufflât dans la forêt. Il se retourna pourtant et constata que les sapins étaient en train de le suivre. Ils avançaient lentement, en prenant bien soin de rester hors de portée de l'épée, mais sur sa gauche et sur sa droite, il gagnait du terrain sur lui, si bien qu'il se vit progressivement encerclé par une sorte de croissant formé de tous les arbres rencontrés en chemin qui s'épaississaient et menaçaient de le faire périr étouffé. Albéric comprit à l'instant même que ce serait commettre une erreur fatale que de faire demi-tour, et il décida d'aller de l'avant en se fiant principalement à la vitesse de son allure. Son regard attentif avait en effet remarqué déjà une certaine lenteur dans l'enchantement qui faisait osciller la forêt, comme si celui qui en était l'auteur était vieux, affaibli dans son pouvoir magique, ou gêné dans son action par d'autres éléments. Il avança donc droit devant lui, frappant d'un coup de son épée enchantée chaque arbre, ensorcelé ou non, qui se trouvait à sa portée. Et les pouvoirs de ce métal issu des sphères lointaines au-delà du soleil se montrèrent plus forts que tous les charmes de la forêt. De hauts chênes aux troncs sinistres s'affaissèrent, perdant leur enchantement quand Albéric, avec la rapidité de l'éclair, les effleurait au passage de son épée magique. Il marchait plus vite que les sapins maladroits, et bientôt il ne laissa, dans cette étrange et inquiétante forêt,
qu'un sillage d'arbres totalement désenchantés, dressés là, dépouillés désormais de la moindre parcelle de romanesque ou même de mystère. Soudain, le jeune homme déboucha de la pénombre du bois, pour se trouver sur les luxuriantes pelouses émeraudes du roi des elfes. Nous avons aussi dans nos contrées des images qui rappellent ce qu'il y avait là. Imaginons certaines de nos pelouses, émergeant de la nuit finissante, illuminées de gouttes de rosée, à l'heure où toutes les étoiles ont disparu, où les fleurs naissantes des plates-bandes retrouvent leur nuance délicate après la nuit, où le sol est encore vierge de toute trace de pas, hormis ceux des créatures les plus infimes et les plus sauvages, où elles sont encore protégées du vent et du monde par les arbres dont les frondaisons baignent dans les ténèbres. Imaginez-les, ces cimes figées dans l'attente du premier chant des oiseaux. Ces instants-là rappellent presque la radiance des pelouses du royaume enchanté, mais ils sont si fugitifs qu'on ne peut en être sûr. Cette rosée d'aurore lumineuse donnait à ces pelouses un éclat et une brillance qui dépassaient en beauté nos rêves les plus beaux, nos espoirs les plus fabuleux. Nous en connaissons pour notre part un faible reflet dans ces algues ou ces mousses marines qui recouvrent les rochers de la Méditerranée et que l'on voit resplendir sous l'eau bleue du haut des falaises abruptes. Ces pelouses, en effet, ressemblaient plus à des fonds marins qu'aux prairies de nos contrées, car, en ce royaume, l'air est d'un bleu profond. Face à une telle beauté, Albéric s'arrêta pour contempler ces pelouses embrumées de roses, entourées de la splendeur mauve et écarlate, des massifs de fleurs féeriques auprès desquels nos couchers de soleil pâlissent et nos orchidées s'affaissent. Au-delà, pareil à la nuit, s'étendait la forêt magique. Et enchâssée dans la verdure, avec son portail étincelant, grand ouvert sur la pelouse, ses fenêtres plus bleues encore que le ciel de nos nuits d'été, ses murs semblables à la clarté des étoiles resplendissaient, le palais de contes de fées. Tandis qu'Albéric restait immobile à l'orée du bois, l'épée à la main, le souffle suspendu et le regard fixé, par-delà la pelouse, sur le chef-d'œuvre renommé du royaume enchanté, la fille du roi, apparut seule au portail. Éblouissante, elle avança sur la pelouse sans remarquer la présence d'Albéric. Balayant la rosée et la brume dense, son pied effleurait doucement et brièvement l'herbe d'émeraude qui se courbait pour se redresser aussitôt, comme nos campagnols sous la caresse fugitive des papillons bleus qui errent librement au flanc des collines crayeuses. À son passage, Albéric ne souffla, ni ne bougea. Il n'eût pu faire un mouvement eussent les sapins repris leur poursuite, mais ceux-ci restèrent dans la forêt, sans oser approcher des pelouses. La princesse portait une couronne qui semblait incrustée de larges saphirs pâles et toute sa personne illuminait ses jardins comme une aube candide, naissant après une longue nuit sur quelque planète plus proche du soleil que de la nôtre. En approchant d'Albéric, elle tourna soudain la tête et ses yeux s'élargirent en une expression de léger étonnement. Elle n'avait jusqu'ici jamais vu un homme venu de nos contrées. Et Albéric lui rendit son regard, incapable encore de prononcer une parole ou de faire un geste, car c'était bien là la princesse Lyrazel dans toute sa beauté. Il s'aperçut alors que sa couronne n'était pas faite de saphir, mais de glace. « Qui êtes-vous » dit-elle, et le son de sa voix lui parut ressembler, entre tous ceux que l'on peut entendre sur terre, à celui que peuvent faire des milliers de morceaux de glace, doucement agités par un vent printanier sur les lacs de quelques pays nordiques. Il répondit alors: « Je viens des pays que l'on connaît et dont les contours ont été tracés sur des cartes. » Elle eut un soupir de nostalgie en songeant à ces contrées, car elle avait entendu parler de la vie agréable qui s'y déroule, des jeunes générations qui s'y succèdent, et elle pensa au changement des saisons, aux enfants, au temps qui passe, à tout ce que les troubadours du royaume enchanté chantent dans leurs poèmes sur la terre. En la voyant soupirer en pensant à la terre des hommes, Albéric se mit à lui parler du pays dont il venait. Elle le pressa de questions, et c'est ainsi qu'il se retrouva bientôt à lui raconter des récits de chez lui, de la vallée des Aulnes. Elle s'émerveilla de l'entendre et l'interrogea encore. Il lui conta alors tout ce qu'il savait de la terre. Il ne prétendait pas retracer pour elle l'histoire de la terre à travers l'expérience de sa brève existence, mais il lui narra les contes et les légendes qui concernent la vie des bêtes et des hommes, ces récits que font les anciens à la veillée quand les enfants demandent ce qui est arrivé il y a bien longtemps. Ainsi parlèrent-ils au bord de cette pelouse, à la splendeur miraculeuse, encadrée de corbeilles de fleurs inconnues des hommes, tout près de l'étincelant palais de légende.
Ils causèrent de la sagesse simple des anciens, des moissons, de la floraison des roses et de l'aubépine, du meilleur moment pour les semailles, des habitudes du gibier. Il lui conta comment on soigne les blessures, comment on sème, comment on couvre les toits de chaume, et en quelle saison soufflent les différents vents sur la terre des hommes. Soudain, surgirent les chevaliers qui gardent le palais dans l'éventualité où quelqu'un parviendrait à franchir la forêt enchantée. Ils étaient 4, et leur armure étincelait tandis qu'ils avançaient, mais leur visage restait invisible. Depuis les siècles que durait leur vie surnaturelle, ils n'avaient jamais osé seulement rêver de la princesse, et n'avaient jamais, en s'inclinant en armes devant elle, dénudé leur visage. Ils avaient cependant fait le terrible serment qu'aucun autre homme, si jamais il en était un qui échappait à la forêt magique, ne lui adresserait la parole. Et c'est avec ce serment aux lèvres qu'il marchait maintenant sur Albéric. Lyrazel les regarda avec désespoir, sachant qu'elle ne pouvait les arrêter, puisqu'ils venaient sur l'ordre de son père, auquel elle devait obéir. Elle savait aussi que le roi ne reviendrait pas sur son ordre, car il l'avait prononcé des siècles plus tôt, selon les prescriptions du destin. Albéric examina leur armure qui semblait faite d'un métal plus brillant que tous ceux que nous connaissons, comme si elle avait été coulée dans la même matière que l'un des arcs-boutants du palais légendaire. Il avança alors à leur rencontre, tirant l'épée de son père dont il pensait pouvoir introduire la fine lame dans l'un des défauts de la cuirasse. Il saisit la seconde épée de la main gauche. À l'attaque du premier chevalier, Albéric para et arrêta le coup, mais il ressentit dans le bras un choc violent comme la foudre, et l'épée lui échappa des mains. Comprenant alors que nulle épée mortelle ne viendrait à bout des armes du royaume enchanté, il prit dans sa main droite l'épée magique. C'est avec elle qu'il para les coups des gardes du corps de la princesse Lysarel, car c'était bien là la fonction des 4 chevaliers, et ils attendaient depuis des siècles l'occasion qui s'offrait aujourd'hui. Leurs épées n'infligèrent plus désormais le même ébranlement à Albéric, qui ne ressentit plus qu'une sorte de vibration sonore, accompagnée d'une douce chaleur qui, se propageant à travers le fil de sa lame jusqu'à sa poitrine, lui réchauffa le cœur. Mais comme Albéric continuait à riposter au coup rapide, voici que son épée en vint à se lasser de son système de défense, car cousine de la foudre, elle portait en elle la vitesse de l'éclair et les voyages héroïques. Aussi, entraînant la main d'Alvéric, se mit-elle à frapper des coups répétés sur les chevaliers dont l'armure surnaturelle ne put résister. Un curieux sang épais se mit à sourdre des fissures du métal et bientôt 2 des scintillants personnages se retrouvèrent à terre. Encouragé par le zèle de son épée, Albéric poursuivit joyeusement le combat et abattit encore un 3e adversaire, de sorte qu'il n'eut plus en face de lui qu'un seul garde, qui semblait doté d'un pouvoir magique plus grand que ses camarades tombés à terre. C'était en effet le cas, car quand le roi des elfes avait enchanté la garde, il avait commencé précisément par ce soldat, qui avait bénéficié de la force toute neuve des sortilèges, en sorte que lui-même, son armure et son épée conservaient encore quelque chose de cette magie originelle, plus puissante que tous les charmes qui avaient pu ensuite venir à l'esprit de son maître. Cependant, comme Albéric put très vite en juger, de la pointe de son épée, ce chevalier ne possédait aucun des 3 maîtres sortilèges dont la vieille sorcière avait parlé, lorsqu'elle avait fabriqué l'épée sur sa colline, car cela était gardé secret par le roi des elfes lui-même, pour sa propre protection. Pour être au courant de leur existence, la sorcière avait dû faire le voyage jusqu'au royaume enchanté sur son manche à balai et avoir un entretien secret avec le roi. Cependant, l'épée venue de si loin sur terre continuait à frapper comme une pluie de foudre. À chaque coup, des étincelles vertes jaillissaient de l'armure, tandis qu'au choc des 2 épées s'envolaient d'infimes parcelles incandescentes et que l'épaisse coulée de sang surnaturel s'échappait lentement des larges fentes de la cuirasse. Et Lysarel regardait, éperdue d'épouvante, d'émerveillement et d'amour. Les 2 combattants reculaient peu à peu vers la forêt, et des branches, tranchées nettes par leurs lames, s'écroulèrent sur eux. L'épée magique d'Alvéric exultait et vibrait de tous ses sortilèges contre l'arme du chevalier, jusqu'à ce qu'enfin, au plus profond des bois, parmi les branches brisées des arbres désenchantés, telle la foudre qui fend un chêne, il l'abattit d'un coup. Au fracas que cela fit, et au silence qui suivit, Lyrazel accourut. « Vite, dit-elle, car mon père possède 3 sortilèges. » Elle n'acheva pas, car elle n'osait les nommer. « Vers où faut-il aller » demanda Albéric. « Vers le pays des hommes, répondit-elle.